Bienvenue sur OM5, c'est le grand oral de Génie Hippocrate Fixie. Nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose à quelques jours du gala de charité de l'association. Génie Hippocrate Fixie, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour évoquer ce grand sujet parce que la drépanocytose est aujourd'hui la première maladie génétique. En France, c'est, mais même peut-être probablement dans le monde. Quand on a dit ça, c'est la vérité? C'est la première maladie génétique, effectivement, dans le monde, en français aussi. C'est à peu près, puisque c'est pas évident de dépister les personnes originaires d'Afrique dans la brousse ou en Haïti et ailleurs, mais effectivement, ce serait au moins 150 millions de malades à travers le monde. 20 000 malades en France. Avéré, ça veut dire des gens dépistés. Donc c'est vraiment un véritable problème de santé publique. Un problème de santé publique. Pourtant, il me semble qu'il y a un silence qui entoure cette maladie. Oui, parce que la maladie est injustement, encore aujourd'hui au XXIe siècle, appelée maladie des Noirs, maladie des pauvres. On l'a, entre guillemets, racialisée. Il y a beaucoup de discrimination, voire de la ségrégation et autour de la maladie, et pour cause, parce qu'elle touche effectivement un peu plus les pays défavorisés. Donc la médecine, personne ne fait de grands efforts pour la faire connaître, y compris les pouvoirs publics. Oui, parce que quand on parle de la drépanocytose, on voit tout de suite ces vagues et ce flux d'immigration. Et il est vrai que l'actualité aujourd'hui n'arrange pas les choses. Ah ben, ça n'arrange pas les choses. Mais souvent, quand on parle de drépanocytose, ça me fait rigoler tout le temps. C'est drépano quoi? Ou bien des drépa quoi? Enfin, c'est un nom qu'on n'arrive même pas à prononcer. Oui. Donc, c'est vrai que quand on entend, moi qui fait beaucoup de génétique, quand on entend les autres noms des autres maladies génétiques, la drépa, c'est pas le plus mauvais nom à prononcer. Mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup associé à la drépanocytose, parce qu'il faut rappeler le cas de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une mutation des gènes due au paludisme. C'est dans les zones paludées qu'on trouvait la maladie. Donc, qui dit paludisme dit pauvre, dit personnes qui n'ont pas beaucoup d'importance, dit tout ça. Donc, automatiquement, il y a cette espèce de mutisme et évidemment ce laxisme autour de la maladie. En tout cas, lorsqu'on en parle ici en France, on nous dit faites pas attention, c'est la maladie de l'autre. Et on dit ça même avec un certain mépris. Ah, bien sûr, maladie de l'autre, ça ne nous concerne pas. Mais chose bizarre, Jean-Jacques, c'est que les autres qui soi-disant justement sont, je parle des personnes de couleur, les noirs, eh bien il y en a parmi ces personnes-là qui vont dire c'est la maladie de l'autre. C'est pas nous, ces noirs-là, c'est les autres noirs. En fait, la maladie touche tout le monde. Ma foi, c'est une maladie génétique, cosmopolite, qui touche tout le monde. Et comme j'ai souvent dit, il y a toujours un drépano tout près de nous, partout, parce que c'est énormément de malades, énormément de porteurs sains asymptomatiques, ceux qui ne développent pas la maladie, mais qui risquent de donner au monde un enfant aussi porteur, qui va peut-être épouser un autre enfant porteur, et voilà, la maladie, elle va arriver, parce que c'est un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Et donc, c'est pas la maladie de l'autre, c'est notre maladie. Et notre maladie, quand je dis notre maladie, c'est le peuple, c'est tout le monde, c'est la planète. C'est une maladie, non seulement elle est là, mais en plus, elle est galopante, puisqu'on ne fait pas de grand-chose. Donc, il n'y a pas de vraie campagne de sensibilisation, à l'instar des autres grandes causes, comme le tabagisme, le sida, etc. Mais ce que fait la maladie, elle est sous-jacente, elle arrive à grands pas, et ma foi, elle va rentrer sur beaucoup de toits, et là, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Un problème de santé publique, m'avez-vous dit, et pourtant, on a l'impression que l'État ne s'en préoccupe pas plus que ça. Ben non, d'ailleurs, c'est la 4e priorité de santé publique de l'OMS, l'ONU. L'État ne s'en préoccupe pas parce que ça ne les intéresse pas. Comme j'ai dit, c'est une maladie. Vous savez, il n'y a pas que la maladie quand il s'agit de noirs que ce qui n'intéresse pas l'État. Nous-mêmes, les Antillais, on n'intéresse pas trop l'État. Regardez, si on est aujourd'hui à l'heure de l'égalité réelle en marche, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est pas que seulement la maladie, mais la maladie coûte aussi très cher à la sécurité sociale, parce que c'est une maladie qui est prise en charge à 100%, et des malades très souvent bénéficient de la cotorep. Donc, c'est trop. Et en plus, quand on arrive à leur dire, voilà, on peut réduire, comme ça a toujours été, je dirais un faux problème, ça restera un faux problème. Ils ne prennent pas le temps de regarder les dossiers, de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, etc. On va tout réduire, tout le monde va être content. Il y aura une campagne de sensibilisation. Ben non, ils prennent même pas le temps de regarder ça.
Donc, automatiquement, la maladie reste méconnue et mais les malades meurent toujours. Il y a eu des campagnes pourtant. Il y a eu de grosses campagnes depuis 2009. On a commencé la grosse campagne, on a commencé de répaction et la semaine de sensibilisation qui aboutit à la journée mondiale, parce qu'il y a quand même une journée mondiale de la drépanocytose. Alors, on va en parler. Le 19 juin, c'est la journée mondiale. On a la journée mondiale des tricots, des gens qui vont ôter, des machins, et il y a jamais, on monte ça à la télé, d'accord, des spots. Pour la drépano, mais il faut galérer pour faire passer le spot. Mais justement, il y a une journée mondiale, et où est le paradoxe là? Il faudra peut-être que quelqu'un de là-haut descende sur terre pour m'expliquer, mais je vais toujours revenir sur ce cas de maladie qui n'intéresse pas, maladie des Noirs, maladie des pauvres, comme a dit la Haute Autorité de Santé, une maladie pas rentable. On parle de rentabilité. Ah, on parle de rentabilité. De rentabilité. Et ça, c'est un terme qui est un peu choquant. Voilà. Donc, moi, je vais... Il vous choque le terme? Il me choque, mais comme j'ai souvent dit, ce sont des ignorants qui parlent, parce que même si ces gens-là, ils travaillent à la Haute Autorité de Santé, comme ils ne prennent pas la peine de regarder très bien pour profondeur les dossiers, pour moi, ils ignorent ce qu'il y a dedans, donc ils sont des ignorants. Ils peuvent sortir leurs inepties, ça ne me touche pratiquement plus. Je suis aujourd'hui métallisée, Jean-Jacques. J'ai tellement entendu, même à l'époque où j'allais au ministère de la Santé, oh, c'est encore elle qui vient nous faire chier, enfin, bref, des choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien qui me choque. Ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de sélectionner une pathologie par rapport à une autre. D'accord? La maladie est délaissée. D'accord? Elle n'a pas la même attention que les autres maladies génétiques. Et c'est ça qui me désole. Me dire que, on va dire, c'est une maladie de... En fait, ça me choque plus les termes. C'est ces actes-là ou ces non-actes qui me choquent. Est-ce que vous touchez de l'argent, justement, de tous comment dirais-je, ces télétons où l'on parle de maladies génétiques et qu'on va distribuer par-ci et qu'on va distribuer par-là? Est-ce que vous êtes aidé, justement? Il faut savoir que les télétons ne donnent pas d'argent aux associations. Le téléthon aide la recherche. D'accord? Le Téléthon met de l'argent sur la table pour faire avancer, par exemple, la thérapie génique. Oui, pour aider les drépano, oui. Mais il a fallu que, il y a quelques années, que je monte au créneau pour que ça. Parce qu'au départ, le Téléthon, c'était 0 argent pour la drépanocytose. Et quand j'ai commencé à dénoncer en disant que les Antillais sont les bons donateurs, donc je vais leur dire de ne plus donner d'argent. Et c'est comme ça que le Téléthon a commencé. Et ça continue. Et j'ai de très bons rapports avec tout le monde. Donc oui, par rapport par exemple, au ministère de la Santé, je n'ai jamais eu de subvention du ministère de la Santé. Quand je fais une demande de subvention, il me retourne vers le ministère des Outre-mer, ce qui s'appelle de la ségrégation. Il ne faut pas appeler ça différemment, d'accord? Donc jamais, jamais, jamais. Alors, quand on arrive à nous donner une petite subvention, lors d'une grosse manifestation, par exemple, Drépaction, ministère des Outre-mer, 10 000 euros, 8 000 euros, sur des actions qui vont jusqu'à 260 000 euros. Oui, mais c'est quand même extraordinaire ce que vous dites. Vous me dites que le ministère de la Santé, quand vous présentez un dossier, renvoie vers le ministère des Outre-mer. J'ai envie de vous dire, mais c'est quoi ça? Ben oui, mais c'est exact. Je suis désolée de dire, et souvent, et pire, je fais une demande au niveau, par exemple, de la mairie de Paris. Mon association est basée à Paris. Il y a une sorte de serveur, c'est sympa. On fait la demande. Eh bien, ça atterrit au niveau de la délégation régionale de l'Outre-mer. Pourquoi? Ça veut dire que c'est déjà sélectionné. La présidente est une Antillaise, on va renvoyer vers la délégation. Pourquoi la mairie de Paris elle-même, dans son cocon, ne prend pas le dossier? C'est automatiquement aujourd'hui monsieur Pierre Thomas qui a mon dossier. Bon, je suis bien contente parce qu'il m'aide. Mais je veux dire par là que c'est pas normal non plus. D'accord? Et donc, la maladie, je continue à le dire, on nous a cantonné dans une maladie de race. D'accord? Une maladie avec... Donc, l'État lui-même a racialisé cette maladie. C'est l'État. On peut le dire? Oui, c'est l'État qui l'a racialisé. Parce que si l'État disait non, voilà, on va faire aussi des spots. D'accord? On est tous concernés par rapport aux spots que j'avais fait la dernière fois. Mais non, on n'est pas tous concernés. Vous en êtes sûre, madame? À l'époque. Maintenant, on ne me le dit plus parce qu'ils ont quand même des échos. Mais pour moi, c'est l'État. La personne qui ne fait rien, c'est l'État. La personne qui a tout fait, c'est l'État. Et pourtant, on nous dit, l'État, c'est nous. Alors, vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui m'interpelle. Vous dites, on n'est plus dans l'égalité réelle. Or, en ce moment, j'entends une grosse campagne, égalité réelle, etc. Est-ce que ce dossier de la drépanocytose
peut rentrer dans la réflexion que va conduire la secrétaire d'État à l'égalité réelle. Ben c'est ce qu'on espère en tout cas. En tout cas, je suis confiante par rapport à ces personnes qui ont le dossier en main. Hein. Donc, Monsieur Patrick Caram, la secrétaire d'État, toutes ces personnes qui vont aider. Mais par ailleurs, moi, je veux quand même remercier la présidente de région, Madame Valérie Pécresse, qui commence à faire un travail autour de la drépanocytose. Elle l'avait promis lors de sa campagne. On m'a vu beaucoup avec elle, m'afficher. Oui, elle était au premier gala de charité. Ah, bien sûr. Et comme j'ai dit, parce qu'on m'a vu beaucoup m'afficher avec elle, on a commencé à dire, bon, Jenny, elle vote, ça n'est pas une question de vote, c'est une personne qui avait pris le dossier. Donc j'étais là avec elle pour voir et entendre ce qu'elle disait. Maintenant, si elle l'avait pas fait, je serais retournée sur les plateaux de télé pour dire, elle l'a pas fait. Mais elle l'a fait, on a des concertations, il y a un dossier commun, on va avancer. Et d'ailleurs, bientôt, elle a rendez-vous à l'Institut Imagine de l'hôpital Necker. Là, on fait la thérapie génique pour pouvoir voir comment elle va mettre de l'argent sur la table pour faire avancer la recherche. Donc, il y a des petites choses comme ça. Comme on parle de ciblage. Vous savez, Jean-Jacques, on est dans un ciblage ethnique pour la drépanocytose. Ça veut dire que tous les enfants à risque qui naissent sur le territoire français, surtout dans l'Hexagone, puisque aux Antilles, ça se fait depuis longtemps, sont dépistés. À risque, ça pour eux, ça veut dire des Noirs. Les gens du poteau de la Méditerranée. Cependant, les Blancs de chez Blancs, ils ne sont pas dépistés. Ça veut dire un ciblage ethnique qui est non conforme à la Constitution européenne et évidemment française. La France, c'est un pays voyou. On parle de délinquance, c'est quoi ça? Donc, aujourd'hui... Le mot est fort, hein, vous dites oui, que le pays est voyou. Mais oui, puisqu'on est... Vous nous inculquez des choses, il faut respecter la loi, il faut faire ça, et vous ne respectez pas la loi. Oui. Donc, vous êtes des voyous. Oui. D'accord? Eh bien, donc, moi, je le dis, de toute façon, ils ne sont pas contents. Moi, faire taire Jenny Hippocrate, franchement, il va falloir... me donner une balle dans la tête. Mais non, moi je continue à le dire, la France est un pays voyou. La France nous apprend, nous éduque, nous dit de faire telle ou telle chose et elle-même, elle ne fait pas ce qu'il faut faire. Elle n'est pas dans la loi. On n'a pas le droit de cibler une maladie de par ses origines ethniques. D'accord? Non, on n'a pas le droit. On est dites-moi le mot, hein? Alors, on est hors la loi. Alors, on est hors la loi. Alors, j'allais vous dire, est-ce que c'est politiquement incorrect ou politiquement correct d'être ce que vous dites là? Est-ce que c'est... Ah, là, j'ai pas très bien compris l'histoire de politiquement correct et incorrect. Là, parce que c'est quelque chose que j'aime pas dire, correct ou incorrect. Oui, mais c'est pas nous qui le disons. On n'a même pas de commentaires à faire. Quand on entend ce que je suis en train de dire là, on n'a même pas de commentaires. On n'a plus de commentaires à faire. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ces décideurs de l'État, ces gens du gouvernement devraient se regarder dans une glace. D'accord? Il y a beaucoup de choses à gommer. Je n'ai pas à leur faire une leçon, ni des leçons de morale, mais il y a beaucoup de choses à gommer. Parce que si on veut que notre belle France soit un beau pays et que nous continuions à vivre justement dans une fraternité, il ne faut pas disperser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On nous disperse des autres Français, puisqu'on est des Noirs avec une maladie chronique, invalidante, qui tue, soi-disant, qui tue pas les Blancs, parce que j'ai entendu l'extrême droite dire nous sommes des Français de souche. Je ne sais même pas ce qui est souche, ce qui n'est pas souche, d'accord? Mais aujourd'hui, il faut que ces personnes prennent leurs responsabilités et dire on a faussé, il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on reprenne tout à zéro et qu'on discute avec les associations ou les parents de malades. Oui, mais tout reprendre à zéro, c'est quoi? Tout reprendre à zéro. Le dossier, c'est pas une maladie des Noirs. C'est une maladie cosmopolite. Oui. C'est pas une maladie qui touche les populations antillaises. C'est une maladie qui touche la nation. Voilà. Et l'État n'a pas intégré ce que vous dites là, non. Ces notions-là. Non. C'est dommage. Parce que notre belle France, je l'aime beaucoup. Moi, je suis antillaise, martiniquaise, mais française. Mais ils n'ont pas intégré ça et c'est dommage parce que j'estime que ces personnes qui gouvernent ne sont pas des idiots, ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens qui ont fait de longues études. C'est des gens qui ont été sur le terrain aussi, donc ils connaissent la valeur humaine. Eh bien voilà, ils font pas grand-chose. Donc je suis vraiment déçu. Déçu, c'est ce qu'on va retenir. Alors, si ça n'avance pas, à vrai dire, pour les médicaments et pour tout le reste, on est au point zéro aussi aujourd'hui. Si ça n'avance pas, on essaiera encore et encore de faire avancer. Moi, je ne suis pas une défaitiste.
Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas une battante, je suis une gagnante. Je ne laisserai pas tomber. Tant que j'aurai un souffle de vie, une goutte de sang dans mes veines, ce que n'ont pas les drépanocytaires en abondance, moi, je vais continuer à me battre avec mon équipe parce que je ne suis pas toute seule, avec une poignée de professeurs, avec quelques hommes de l'État quand même. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On va continuer à se battre. Mais c'est vrai que ça nous ralentit. Ça nous ralentit parce que si les gens ils avaient pris ce problème à bras-le-corps, comme j'ai dit, ça ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies génétiques, s'il y aurait eu un tantinet de regard condescendant en plus, moi je pense qu'on aurait beaucoup plus avancé. Et évidemment, nous sommes là pour essayer de faire. Moi je veux pas dire on ne va pas y arriver, on va y arriver. Mais c'est vrai que si on n'avance pas vite, les médicaments vont pas arriver vite non plus. Oui, mais est-ce que la recherche avance là-dessus? La recherche avance. Puisqu'aujourd'hui on est à l'heure de la thérapie génique où un jeune garçon a été guéri. Il y a eu un cas de guérison, oui, il faut le faire savoir. Il y a un cas de guérison par thérapie génique parce qu'en France on a quand même. Alors on va expliquer ce que c'est exactement. En France on a quand même 80 greffes de moelle osseuse, des enfants ou des jeunes adultes qui sont guéris, qui n'ont plus la drépanocytose parce qu'ils ont eu dans la fratrie un frère ou une sœur qui avait le code génétique identique. Donc ces frères-là ont été des donneurs de moelle pour leur frère ou leur sœur. Ces enfants sont guéris. Il y en a à peu près 80. C'est une piste sur laquelle vous avez une attention particulière? C'est une piste. Le problème, c'est qu'on ne peut pas refaire la nature. Moi, en ce qui me concerne, mes enfants, ils sont tous incompatibles. Par exemple, on ne peut pas refaire. On ne peut pas créer des bébés médicaments. Premièrement, c'est contraire à l'éthique. Et deuxièmement, on ne sait pas qui va faire qui. D'accord? Donc, on peut avoir notre enfant et il n'a pas le même code génétique identique. Du coup, il y a ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est la même technique, mais maintenant, c'est un labo. Donc, la greffe de moelle, c'est une moelle. On va travailler sans labo. On va isoler, moi je ne veux pas entrer dans les termes très compliqués, on va isoler un virus qu'on va travailler en labo et réinjecter au malade pour faire évidemment le même résultat que la greffe. Et là, il y a un garçon qui est guéri pour le moment, parce que ça ne fait qu'un an, qui est en rémission. On ne parle pas de guérison, puisqu'il faut attendre 5 ans, et ça se passe bien. C'est un enfant qui était très transfusé, très symptomatique, ça va mieux depuis 1 an, il n'a ni transfusion, ni douleur. Donc j'espère que ça ira et qu'on va continuer. Et c'est là qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. À l'époque, on parlait de 7 millions d'euros par an pour juste les volontaires, pour juste commencer la thérapie génique. Je ne sais pas maintenant combien ça coûte puisque les choses avancent, mais il faut encore beaucoup d'argent. Et d'où justement où chercher ailleurs avec des jeunes chercheurs. Ils ont peut-être un mot à dire, pourquoi pas trouver une plante ou quelque chose dans la mer lointaine, mais pour ça il faut de l'argent. C'est pour ça que nous nous battons à l'association pour financer des bourses de recherche, master biologie, drépanocytose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de jeunes étudiants qui se penchent sur le dossier. Oui. Et tout ceci suscite sûrement beaucoup d'espoir aussi parmi les malades. Quelle est leur psychologie? On essaie de se mettre dans cet état d'esprit. C'est difficile. Je vais vous le dire, il y a 2 mois, j'ai perdu un neveu qui a eu une grosse crise avec pratiquement une implosion des organes vitaux. Et je me rappelle, j'étais en Martinique pour Drépaction et mon fils était avec nous. Quand mon fils l'a vu, mon fils Taylor, il est malade. Il a vu son cousin, il m'a dit, oh là là, son foie est foutu. Et j'ai vu en quelques secondes, c'était plus Taylor, il était déjà ailleurs. Alors, est-ce qu'il a fait un transfert sur lui-même? J'en en sais rien parce qu'on n'en a jamais parlé. Il ne veut pas en parler. Il me dit, chaque malade vit son histoire avec sa maladie comme bon lui semble. Il est balèze. Mais effectivement, il y en a qui m'appellent pour me dire, vous savez, Jenny, je ne fais pas de projet parce que je sais que la mort n'est pas loin. Et quand on entend ça tous les jours, qu'on est maman d'un enfant malade, ça fait quelque chose. Leur psychologie pour certains d'entre eux, c'est je vais guérir, on va trouver. Et puis d'autres qui disent, je ne vais pas guérir, tout ça c'est foutaise, on ne va jamais trouver parce qu'on ne fait pas grand-chose. Donc c'est très mitigé. Cependant, on est là à l'association pour leur dire, écoutez, on attend. Je suis obligée d'employer le mot espoir, pourtant c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que je me dis l'espoir fait, comment je vais dire ça, progresser la douleur, parce que plus on attend de voir rien arriver, mais en même temps c'est ce mot qui convient le mieux, ben je dis l'espoir fait vivre et il faut garder cet espoir. En tout cas, c'est un sacré combat. C'est un combat très difficile. Et c'est pas un combat, je veux dire, comme tous les autres combats. On n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes sophistiquées. En ce qui me concerne, j'ai pas d'armes. J'ai pas de satellite, j'ai pas de laser, j'ai rien de tout. J'ai le cœur d'une maman rempli d'amour. Quand je dis maman, pas pour mon fils seulement, tous les enfants du monde qui m'appellent maman. Un cœur rempli d'amour. Et ça, c'est mon arme. Et je sais que si elle blesse pas, la blessure qu'elle va infliger, ce cœur rempli d'amour,
qui va infliger sera une blessure peut-être beaucoup plus profonde. Parce que une maman qui aime ses enfants et qui voit qu'on ne fait rien pour aider ses enfants, on ne sait pas ce qu'elle est capable de faire. Dites-moi, Génie Hippocrate, j'ai appris que certaines familles refusaient quelquefois des soins pour leurs enfants. Est-ce que c'est vrai cela? Oui, c'est vrai. En fait, les familles refusent des soins parce que les familles ne veulent pas parler de la maladie. C'est ça. Elles ne veulent pas dire. Il y a un blocage psychologique. Un blocage psychologique, c'est une maladie du sang. Surtout les familles, certaines familles d'origine africaine. Bon, ils vont encore me fustiger, mais c'est la vérité. Je ne veux pas en parler parce que ça ressemble, c'est une maladie du sang, une connotation péjorative comme le sida, etc. Quand on arrive à leur faire comprendre que c'est une maladie génétique transmise de génération en génération, eh bien voilà, j'ai cassé la chaîne de bonne santé de toute une famille, je suis maudit ou je suis maudite. Donc les familles préfèrent ne pas en parler et ne pas, ou sinon préfèrent aussi donner la plante d'à côté en voyant le marabout d'à côté ou le marabout, le grand seigneur du village. Peut-être que ils sont plus capables d'en parler avec ces personnes-là pendant ce temps-là. C'est le cas souvent? Oui, parce que même à l'association, il y a qui viennent me dire, moi je ne comprends pas, on m'a dit qu'il fallait prendre telle plante, je suis fatiguée de donner cette plante-là, je suis fatiguée d'appeler le pasteur du village là-bas, je suis fatiguée d'appeler le grand prêtre là-bas et l'enfant ne va pas mieux. Moi je dis, madame, l'enfant n'ira pas mieux. On ne peut pas changer les gènes s'il n'y a pas des actes biologiques, des actes, donner du sang, pomper, enfin, donner de vrais médicaments. Ça peut soulager, ça va aider, ça va peut-être aider à reconstruire des globules rouges, mais ça ne va pas guérir l'enfant. Donc, ce n'est pas évident. Et quand je le dis, chose que vous ignorez sans doute, des fois, il y en a qui le répètent aux grands du village qui m'ont déjà menacé. Vous avez reçu des menaces de mort, oui. De mort de gens du village, oui. Parce que vous dites, attention, là, il y a une supercherie. Voilà. Ça, je l'ai reçu dans le temps, moins maintenant, mais j'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Il y en a même un qui m'avait dit un jour, si tu continues tes conneries sur RFI, on va te griffier le cul, enfin des trucs comme ça, mais on va te tuer. Alors, ça me fait rigoler, comment voulez-vous tuer une morte? À l'annonce diagnostic de la maladie de mon fils, ils m'ont tué parce que ça a été fait par téléphone. Ils m'ont tué. Donc on ne peut pas tuer une morte. Et puis ça me fait rigoler. Je dis, je suis métallisée. Mais c'est vrai, j'ai quand même une famille derrière. Quand on entend ça, et si on le répète aux enfants, ça fait quand même peur. Mais ma foi, je pense que ces personnes-là disent ça, mais ne passeraient pas à l'acte non plus. Mais bon, sinon, advienne que pourra. Donc les gens sont attachés véritablement à ça, quoi. Absolument. À cette mentalité. Absolument. Voilà. Mais les personnes qui m'ont menacé sont ces faiseurs de miracles pour de perlimpinpin aux yeux. Ça veut dire je fais de l'argent sur la tête des autres. Hein. C'est oui. Plus ces personnes qui m'ont menacé. Ça veut dire je donne un médicament, on va me payer très cher et puis évidemment il n'y aura rien. C'est peut-être un effet placebo. Ça veut dire on a l'impression d'aller mieux mais ça n'ira pas. En tout cas, vous parlez là comme ça avec votre cœur. On ne joue pas avec ce genre de choses. Quand vous en parlez avec sincérité. Oui. C'est cela. Bien sûr. Je n'invente rien. Oui. C'est la vérité. Je l'ai écrit, parce que je l'ai écrit dans un de mes ouvrages. D'accord? Mais c'est mon cœur qui parle et je suis fatiguée. Au lieu d'être ensemble, hein, ensemble nous sommes plus forts. Au lieu d'être la main dans la main, il y en a qui dispersent. Mais bon, je pense que les mentalités vont changer, que la maladie est tellement arrive en masse, elle est tellement galopante, elle arrive, les gens ils vont vite comprendre qu'effectivement nous sommes devant un grave problème et qu'il va falloir arrêter cette hécatombe rapidement. Donc les consciences vont s'éveiller et les choses vont changer. En tout cas, j'ai la foi. Dites-moi, mais la géopolitique nouvelle qui se dessine, est-ce quelque chose qui fait craindre justement une surexplosion de la maladie ? Absolument. Dernièrement, j'avais par exemple la Caraïbe en ligne, puisque je m'occupe aussi de la Caraïbe dans mon expérience, j'ai la Caraïbe. Et bien, je peux vous dire que il me disait, mais Madame Hippocrate, on n'a jamais vu, alors qu'on parle de guérison de la maladie, on n'a jamais vu autant de malades. Au Brésil, je vais y aller bientôt au mois de novembre, c'est la même chose. Donc il faut craindre. Ah oui, absolument. Mais en même temps, je me dis, il faut être positif en disant on va trouver quelque chose pour éradiquer ce mal. Oui. Il y a beaucoup d'isolement né de cette maladie. Isolement des familles, isolement des enfants. Il y a la violence de l'isolement, prononçons le mot. Oui, il y a la violence, mais ce n'est pas les actes... en fait, moi, je vais classer ça dans deux catégories. Il y a des actes qui tuent et les non-actes qui tuent.
D'accord? L'isolement, effectivement, il y a cette violence. Mais pour moi, la violence sont ces personnes qui regardent ce qui se passe et qui ne font rien et qui ont une once de pouvoir pour faire avancer les choses. Vous dénoncez là la violence de l'État. Je dénonce la violence de l'État. Tout bonnement, c'est violent pour moi de m'entendre dire... dans le temps, bon, moi maintenant, ils me connaissent tous, votre enfant, de toute façon, c'est peine perdue, il va mourir, j'ai entendu ça, hein, c'est pas une blague, hein, et souvent, j'ai enregistré à l'issue de certaines personnes, j'ai des enregistrements, j'ai entendu ça, mais je dis c'est beaucoup plus violent de regarder, on peut faire quelque chose et on ne fait rien. D'accord? C'est comme si vous voyez quelqu'un qui se noie, vous savez nager, vous ne plongez pas, et vous regardez cette personne morte, la tasse est écoulée. Mais c'est exactement la même chose. Je dénonce l'État, mais il y a aussi des gens qui peuvent aider, même si ce n'est pas l'État. On est dans un pays, même s'il y a le chômage, où il y a des riches. En France, il y a des riches. J'ai écrit aux 200 plus grosses fortunes de France, 0 centime d'euro. Ça ne nous intéresse pas, votre maladie-là. Il y en a même qui ont... oui, Madame la Présidente, de la drépanocytose. Alors que j'ai écrit drépano, ils mettent un T. Pour dire qu'ils... Ben voilà, ils ne sont même pas concentrés sur... Oui, c'est-à-dire qu'ils transforment à leur profit. Voilà, mais moi, c'est un combat ô combien difficile. C'est un combat... Vous avez parlé des 200 familles. Oui. Mais je me suis laissé dire que le comte de Paris allait vous aider. Vous êtes bien renseigné. C'est une bonne information ou oui, pas? c'est une bonne information. C'est un autre compte qui vient en Belgique, qui a créé beaucoup de choses sur la Belgique, notamment pour les familles atteintes de handicap physique. Et c'est un ami à mon fils, Taylor, puisque Taylor est dans l'invention aujourd'hui. Et puis il m'a appelé, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et puis je lui dis ce qu'il fait. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, le comte de Paris, quelqu'un va t'appeler. Effectivement, cette personne m'a appelé pour me dire, on laisse passer le gars-là, on prend rendez-vous, le comte de Paris est prêt à vous aider. Donc ça, c'est un pas en avant. Finalement, il faut explorer toutes les voies. Il faut explorer toutes les voies, il faut être très culotté, il faut avoir beaucoup d'audace. Parce que moi, je peux vous dire, Jean-Jacques, quand vous téléphonez, et puis, voilà, madame, je suis présidente de l'association pour l'information de la drépanocytose, ça veut dire qu'on a raccroché. Il faut avoir du courage pour reprendre le téléphone, soit pour rappeler la même personne. On vous raccroche au nez. Ah si, souvent. Souvent, ça ne nous intéresse pas. Il y en a même une fois qui m'a dit, vous êtes des marcheurs. J'ai dit, mais non, je vous parle d'une maladie. Ben non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a déjà des associations. Voilà, quoi. Oui, voilà. Mais c'est très difficile. Mais moi, je suis du style, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre. Quand on me ferme la fenêtre, je passe par le trou de la serrure. Il n'y a pas de trou de serrure, mais je suis comme la petite souris. Hop, je passe sur le pas de la porte. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Tout le monde n'a pas mon courage. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver un autre président, parce que moi je voudrais me reposer un peu, parce que même si je ne suis pas lassée, mais je suis quand même là, je suis fatiguée, à force de voyager, à force de parcourir le monde, mais il n'y a personne, parce qu'on me dit, même à l'association, on est 2000, mais avoir ton caractère, ton culot, l'audace et tout, et l'aura, alors j'ai dit, mais ça s'apprend, ou ça se... Mais non, c'est pas vrai, tu es arrivé avec ça, et même les professeurs me le disent. C'est parce que tout simplement ce combat est le vôtre. Ben, je crois que tous, on a une mission sur Terre, et que la mienne, c'est peut-être ça, puisque quand on m'a appris que mon fils était atteint de la forme la plus grave et on m'avait dit de l'oublier, de faire son deuil tout de suite, quand je l'ai regardé, j'ai lu sous sa tête, je suis le grand combat de ta vie. Donc je pense que j'avais trouvé le combat que j'ai cherché depuis très longtemps et très jeune. J'avais 15 ans quand je suis entrée dans le caritatif. Donc je pense effectivement c'est mon combat et que mon fils n'est pas là par hasard. Cependant, il souffrait énormément quand même malgré tout. Dans quelques jours, ça sera vendredi prochain, c'est le second gala de charité qui va vous permettre de récupérer des fonds pour continuer à investir dans la recherche, dans l'action. Quel message aujourd'hui vous faites passer à l'État que vous avez souvent mis en accusation là? Bon, déjà, j'espère que l'État, les gens, ils vont nous donner un peu, parce que l'année dernière, ils n'ont pas été très généreux. Hein? Ils n'ont pas été très généreux l'année dernière. J'étais un petit peu déçue en ouvrant les enveloppes qui étaient sur la table. Mais ce que je voudrais dire, que ça n'arrive pas qu'aux autres et que nous sommes des êtres humains à part entière, pas à part. D'accord? On est des êtres humains. La maladie nous frappe et peut frapper n'importe qui, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, dans mon discours, parce que je ne vais pas le dévoiler, je vais le dire. Je vais dire quelque chose et on verra qui va se lever. Mais en tout cas, moi, je leur dis que, au même titre que les autres, même si vous ne voulez pas donner des masses, mais mettez-nous au même. Hein, même si on ne veut pas faire la guerre des maladies. Ça suffit. La drépanocytose a été découverte il y a 110 ans. L'hémoglobine anormale a été identifiée dans les années 40. On ne fait rien aujourd'hui. Alors, il faudrait ouvrir les yeux et arrêter de fermer les yeux et regarder nous en face. On ne s'adresse pas à des sourds muets, d'accord? Mais alors, regardez-nous, ouvrez les yeux et entendez ce qu'on est en train de vous dire pour essayer de soulager des malades et des familles. Génie Hippocrate Fixie, merci d'avoir participé
à ce grand oral consacré à cette maladie, en espérant que votre message soit entendu. En tout cas, c'était l'objectif de cette émission. Merci de nous avoir suivis.